Les classes sociales. On a parfois l'impression que c'est un concept un peu vieillot, non? Et pourtant, quand on regarde les inégalités, elles n'ont jamais été aussi fortes. Elles se creusent même. Alors la question est simple, mais elle est cruciale. Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui de parler de classe sociale? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Pendant très longtemps, on a cru à une sorte de grand rêve, le rêve d'une société qui se moyennise. On pensait que les écarts allaient se réduire, qu'on allait tous finir par se retrouver dans une immense classe moyenne, où finalement nos modes de vie se ressembleraient beaucoup. Mais est-ce que ce rêve est devenu réalité ? Alors, pour y voir plus clair, voilà notre programme. On va commencer par voir pourquoi cette idée d'une grande classe moyenne est un peu un mythe. Ensuite, on parlera du grand retour des inégalités. On fera focus sur la bourgeoisie, puis sur le monde ouvrier qui s'est complètement transformé. Et pour finir, on verra qu'il faut ajouter d'autres cartes au jeu, comme le genre ou les origines, pour vraiment comprendre la situation. Allez, on attaque tout de suite avec cette fameuse idée qui a vraiment la peau dure, celle de la fin des classes et de l'avènement d'une seule grande classe moyenne. Ce concept, ça s'appelle la moyennisation. C'est le sociologue Henri Mendras qui en a beaucoup parlé. L'idée, c'était que la société ressemblait à une sorte de toupie. La plupart des gens se retrouvaient au centre, avec des modes de vie et des revenus qui se rapprochaient. C'était une vision assez optimiste, qui collait bien à l'ambiance des 30 Glorieuses. Sauf que, à partir des années 80, le décor change complètement. La machine s'est enrayée. La belle toupie dont on parlait, elle s'est mise à trembler, à vaciller. Bref, la réalité a fini par dépasser le mythe. Et ce qui est vraiment marquant, c'est la nature même de ces inégalités. Attention, ce n'est plus juste une histoire de salaire à la fin du mois, non. Aujourd'hui, elles sont plurielles, multiformes. Ça touche au patrimoine, à l'éducation, à l'accès au soi, à tout en fait. Et le plus important, c'est qu'elles sont cumulatives. C'est ça le point clé. Une inégalité en amène une autre, qui en amène une autre, c'est une véritable spirale. Une fois qu'on est dedans, c'est très très dur d'en sortir. Alors, pour bien comprendre comment fonctionnent ces fractures, il faut regarder tout en haut de l'échelle. Parce que là, on trouve une bourgeoisie qui est non seulement toujours là, mais qui est peut-être même plus consciente d'elle-même et plus mobilisée que jamais. Ce sont les sociologues Monique et Michel Pinson-Charlot qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils expliquent qu'il y a la classe en soi. Ça, c'est le fait de partager objectivement un certain mode de vie, un patrimoine. C'est presque statistique. Mais la bourgeoisie, c'est aussi et surtout une classe pour soi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils savent qu'ils forment un groupe. Ils ont une conscience très claire de leurs intérêts communs et ils s'organisent pour les défendre et pour rester entre eux. Et cette force, elle repose sur quoi ? Sur l'accumulation de ce qu'on appelle des capitaux. Alors oui, il y a le capital économique, évidemment, l'argent, le patrimoine, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le capital culturel, les bons diplômes, les bonnes écoles, mais aussi savoir comment se comporter, les codes, les bons goûts. Et puis il y a le capital social, le réseau, le carnet d'adresses. Et le truc, c'est que tout ça, ça s'hérite. Ça se transmet de génération en génération. Et c'est là qu'on touche à un concept super important, celui de violence symbolique, théorisé par Pierre Bourdieu. L'idée, c'est que la domination n'est pas que financière. Elle est plus subtile. Prenez l'école. L'école va présenter la culture de la classe dominante comme étant la culture légitime, l'excellence. Du coup, le système scolaire valide cet héritage et le transforme en mérite personnel, en diplôme. Et au final, ça justifie les hiérarchies de départ en faisant croire que tout est une question de talent. C'est redoutablement efficace. Bon, on a vu ce qui se passait en haut. Maintenant, allons voir à l'autre bout du spectre. Parce que là aussi, il y a une idée reçue tenace, celle de la disparition des ouvriers. Eh bien, c'est faux. Ils n'ont pas disparu. Par contre, leur monde, lui, a été complètement chamboulé. Tenez-vous bien, le chiffre est assez parlant. Encore aujourd'hui, en France, une personne qui travaille sur 5 est classée comme ouvrier. C'est énorme. Alors bien sûr, l'image a changé. Aujourd'hui, ils sont peut-être plus dans la logistique, dans ce qu'on appelle les usines à colis, mais le fait est qu'ils sont toujours là. Le vrai problème, ce n'est pas leur nombre, c'est la perte de leur monde. La désindustrialisation, la montée en puissance des services, tout ça a créé ce que des sociologues nomment une crise de l'héritage ouvrier. En gros, toute la culture, toute la fierté, les solidarités qui allaient avec le statut d'ouvrier, tout ça s'est peu à peu délité. Et pourquoi cet éclatement ? Eh bien, il y a plein de raisons qui s'additionnent. Le chômage de masse, bien sûr, la précarité, avec l'intérim, les temps partiels subis, et puis l'individualisation des carrières, chacun pour soi. Résultat, les collectifs de travail se sont affaiblis et ce sentiment de partager un destin commun, de faire partie d'un nous, s'est évaporé. Et c'est là qu'on arrive au cœur du paradoxe. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a une bourgeoisie hyper consciente d'elle-même qui sait défendre ses intérêts en tant que groupe. Et de l'autre, les mondes ouvriers et employés, où le sentiment d'appartenance collective s'est effrité, où le « nous » a été remplacé par une addition de « je ». Mais attention, l'histoire n'est pas finie.
Pour vraiment dresser le portrait de la société actuelle, regarder juste la position dans le travail, ça ne suffit plus. L'analyse est devenue plus complexe, il faut ajouter d'autres grilles de lecture. Voilà, la position économique seule ne peut pas tout expliquer. Ça peut comme une carte. La classe sociale, c'est le relief principal. Mais pour avoir la carte complète, il faut rajouter d'autres informations. Et ces informations, aujourd'hui, ce sont le genre, l'origine, le lieu où on habite. Prenons un exemple très concret. Être une femme. Les difficultés ne sont absolument pas les mêmes partout. Pour une femme des classes populaires, l'obstacle, ça va être le temps partiel imposé, les horaires décalés. Pour une femme cadre, le problème sera peut-être plus le fameux plafond de verre, cette barrière invisible qui l'empêche d'accéder au plus haut poste. On voit bien ici comment la classe et le genre s'entremêlent pour créer des réalités radicalement différentes. Donc, pour comprendre le tableau d'ensemble, il faut jongler avec tous ces facteurs. L'origine sociale, le genre, l'âge. Mais il y en a un qui est devenu absolument central. C'est le niveau de qualification. C'est peut-être même la nouvelle grande fracture. Elle traverse toutes les catégories et crée des fossés immenses, à l'intérieur même des classes. Par exemple, entre un ouvrier qualifié et un ouvrier non qualifié. C'est la combinaison de tout ça qui nous donne la carte précise des inégalités. Et on termine avec ce paradoxe qui est assez vertigineux quand on y pense. D'un côté, le sentiment d'appartenir à une classe sociale s'est beaucoup affaibli. On se sent individu. Mais de l'autre côté, les inégalités réelles, objectives, elles, se creusent. Les distances entre les groupes n'ont peut-être jamais été aussi importantes. Alors, la question qui reste en suspens, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir si les gens ne se sentent plus faire partie d'un collectif, alors même que les murs qui les séparent sont de plus en plus hauts ?